C'est l'époque des hypervitesses, des plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler. Ordre et désordre. Je dirais sous tension. Connecté. Paradoxal. Moi, je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Craquer l'époque. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Laurence Kaufmann. Alors Laurence Kaufmann, vous êtes sociologue et professeur à l'université de Lausanne en Suisse. Vous avez publié de nombreux articles scientifiques sur la question des émotions, sur les dynamiques de l'espace public, la question des foules, mais aussi l'expression corporelle du politique. Vous avez notamment co-dirigé avec Louis Quéré un ouvrage important pour qui s'intéresse à la question des émotions, Les émotions collectives aux éditions de l'EHESS en 2020. Vous publiez aussi de nombreux écrits politiques très vifs et actuels dans la revue en ligne AOC. Dans ces articles, vous élaborez une critique de l'exercice macroniste du pouvoir, mais aussi des problèmes de l'espace public aujourd'hui, en tant qu'il divise le peuple un peu en deux. D'un côté, le peuple abstrait, les prônés cordés, ceux qui travaillent, ceux qui sont en quête de vérité. En gros, ce public éclairé est digne de participer aux affaires publiques. Et puis de l'autre côté, un peuple mineur, turbulent, nerveux, irrationnel, cédant volontiers au populisme, au complotisme et à la haine. On reviendra sur ce point, c'est passionnant. Vous réalisez également une critique de la revendication politique un peu unanime pourtant aujourd'hui, celle du pouvoir d'achat. Alors Laurence Kaufmann, j'attendais avec impatience cette rencontre avec vous. Alors, première question, c'est peut-être un peu sur votre geste général, sur votre projet intellectuel. Vous cherchez à penser une phénoménologie de l'espace public. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une phénoménologie de l'espace public ? Et au fond, pourquoi ce questionnement, vous le considérez comme important pour déchiffrer le moment politique que nous sommes en train de vivre ? Oui, alors il faudrait peut-être partir déjà de la notion d'espace public qui m'habite depuis toujours. Où ce qui m'a intéressé, c'est notamment au XVIIIe, comment un espace public démocratique a été constitué. Un espace public, c'est-à-dire un espace de débat, de délibération sur des questions d'intérêt général et un espace de médiation aussi, précisément entre ce gouvernement élu de représentants et la société civile, en fait. Alors pourquoi une phénoménologie ? Je pense que les théories de l'espace public, les théories de la démocratie ont beaucoup d'abord insisté sur la notion d'opinion, c'est-à-dire l'opinion comme étant quelque chose d'assez squelettique, comme étant de l'ordre de la rationalité critique, de l'usage public de la raison, et qui est très orienté aussi sur le langage. J'ai moi-même beaucoup réfléchi dans ce cadre-là. Et je me suis dit qu'il fallait de plus en plus prendre en compte ce qui est de l'ordre de l'expérience ou des corps, en fait, de penser dans ces espaces publics un peu trop aseptisés, quelle est la place de l'expérience et quel type d'expérience, en fait, serait bienvenue dans un espace public dit démocratique. Alors, phénoménologie, c'est vraiment dans ce sens à la fois de l'expérience ressentie, individuelle et collective, mais aussi, donc c'est côté sujet, le côté de l'expérience du sujet, mais aussi la phénoménologie au sens du phénomène de ce qui apparaît sous les yeux de tout un, chacun et chacune. Qu'est-ce qui nous apparaît à la fois dans l'espace politique, dans l'espace médiatique, donc c'est côté objet en quelque sorte. Donc la phénoménologie, elle peut attraper à la fois l'expérience du sujet et la manière dont une société se raconte ou se raconte des histoires ou pas. On va revenir sur ce point de toute façon parce qu'on a de nombreux exemples assez concrets qui permettent de mettre en œuvre cette phénoménologie de l'espace public. Alors, il y a quelque chose, moi, qui m'a marqué en vous lisant, c'est qu'il y a une très grande rigueur de la conceptualisation, il y a une précision dans le choix des termes, dans les conditions d'utilisation de certains concepts, là où d'autres chercheurs peuvent entretenir un rapport un peu plus lâche avec cette rigueur conceptuelle. On préfère dire peut-être quelque chose d'un peu immédiatement saisissable. Mais chez vous, en fait, il y a quelque chose de l'ordre de cette rigueur et en même temps, finalement, au fond, une écriture plus généreuse qui vient directement parler au monde, qui vient directement, finalement, interroger l'époque dans laquelle on est. Qu'est-ce que c'est ? Alors, j'ai envie de vous poser une question qui est peut-être un peu massive, mais quand on est sociologue en 2024, dans un contexte quand même d'effondrement un peu des sciences sociales, en tout cas d'agression assez régulière des sciences sociales, qu'est-ce que c'est que pour vous d'être sociologue là aujourd'hui ? Alors c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'être sociologue ? Je pense que c'est aussi être sociologue et être enseignant. Je pense que ça pose la question de la fonction d'une posture un peu de distanciation. Je pense que c'est la question de la distanciation. C'est comment sortir d'une forme de sidération ou d'avoir l'impression d'être englué en fait dans une époque qui vous colle à la peau. Je trouve que l'enjeu pour le sociologue, c'est quand même très proche de l'enjeu pour le citoyen. Des fois, j'ai de la peine à démêler les deux. Il me semble que c'est vraiment très proche. Par rapport au type d'écriture, je pense que je suis une philosophe des sciences sociales, je pense, fondamentalement. En même temps, je suis passionnée par l'ethnographie. J'ai un immense respect
pour les ethnographes. Et je pense que ça nourrit toujours en arrière-fond ma manière de réfléchir. Donc je pense que le concept doit être un outil comme pour un artisan en fait, qui doit pas se dresser tout seul, disons. On a tous un parcours parfois un peu singulier. Quel était le moment pour vous? Vous avez dit, je veux faire de la recherche, je veux être sociologue, je veux passer mon temps globalement à explorer le monde, d'écrire, l'écrire. Alors je pense qu'au départ, je me destinais plutôt pour une carrière littéraire. Enfin, c'est ça dont je pense que j'étais fascinée par l'écriture. Et je pense que je me faisais pas assez confiance pour me lancer dans la fiction. Je pense qu'il faut déjà il faut beaucoup de confiance pour se lancer dans l'écriture de la sociologie, mais alors la fiction, il me semble que c'est encore un pari énorme. Et donc je me suis dit que la sociologie, c'est peut-être une bonne manière, un bon point de rencontre en fait, de travailler sur la langue. Je trouve que c'est quand même la langue, c'est un univers absolument magnifique à explorer, tout en essayant d'attraper justement quelque chose du réel. Vous anticipez concrètement ce que je voulais aborder avec vous. Justement, c'est encore sur votre écriture que moi je trouve vraiment intéressante, parce qu'il y a beaucoup de malice aussi dans l'écriture. Il y a une force suggestive, elle est un peu piquante à certains endroits, notamment dans vos écrits plus politiques, mais pas seulement. Qu'est-ce que c'est que pour vous écrire, et finalement quelle écriture vous cherchez-vous à avoir en réalité dans un domaine des sciences dont on voit qu'aussi vous êtes vous êtes attiré aussi par la littérature. Qu'est-ce que c'est que pour vous l'écriture en sciences sociales? Je pense que c'est une arme de combat. Je pense qu'il y avait cette magnifique phrase du journaliste Albert Londres qui disait qu'il fallait tremper sa plume dans les plaies. Je pense que fondamentalement il y a de ça, et que le sociologue là, il doit peut-être un peu domestiquer ou civiliser sa plume, mais je pense que c'est ça qu'il devrait viser. Alors vous êtes aussi enseignante, et j'imagine, je ne sais pas si en Suisse c'est fondamentalement différent qu'en France, mais il y a aussi évidemment toute une série de bureaucraties qui parfois en fait empêchent le moment de la recherche, empêchent le moment de l'écriture. Quelles sont vos conditions matérielles d'écriture pour vous? Est-ce que vous avez des routines? Est-ce que vous... Alors, du point de vue matériel, je pense qu'il y a le côté matériel du stylo. Très bizarrement, j'écris plein de choses, j'arrive plus à me relire après. Donc, c'est le cas maintenant d'ailleurs. Donc, il y a le tableau noir aussi. Je pense que je travaille, je pourrais pas enseigner sans avoir un tableau noir où je cribouille. Donc, je pense qu'il y a un côté du geste, de la pensée, c'est aussi au bout de la main, en fait. Donc, il y a un côté en effet incorporé. Et par rapport aux routines, c'est plutôt des moments volés sur un canapé. En fait, je travaille dans les bistrots, j'arrive absolument pas à travailler dans un bureau isolé. Il faut que je sois environné de gens, de bruit, d'odeurs, en fait, comme un rappel du monde que je suis censé décrire. Bon, j'en suis sûr que je n'étais pas seul, mais j'écris aussi à la main, tout à la main. Du coup, parfois on me regarde avec des grands yeux en disant, mais oui, bien sûr, la pensée est en train de se former au bout de ses doigts. C'est pas du tout la même chose que quand il y a la médiatisation avec l'écran d'ordinateur. Alors on rentre sur une question qui nous intéresse évidemment dans Craquer l'époque, c'est le travail évidemment très fragile de qualifier l'époque dans laquelle on est. S'il y avait un mot qui vous viendrait à l'esprit pour qualifier l'époque dans laquelle on est, quel serait ce mot? Alors j'ai deux mots qui me viennent à l'esprit, je sais pas si j'ai le droit. Pas de problème, ouais. Alors le premier, ce serait l'allégeance. Je pense qu'on est dans un monde dans lequel le droit est en train de complètement s'effriter et qui menace en fait le fondement de nos sociétés qui se rêvaient démocratiques. C'est-à-dire que vraiment il n'y a pas de société démocratique sans qu'il y ait un socle de droits humains en fait, qui serait le socle de certitude, de maigre certitude qui nous reste, et le plafond, je veux dire, qui serait les constitutions. Et le fait que ce soit complètement érodé, c'est le philosophe du droit Alain Soupiot qui dit de manière très intéressante. Il dit justement les sociétés d'allégeance, c'est des sociétés qui réduisent le droit, en fait, ce droit majuscule, qui est l'idée même du droit. C'est pas les séries de lois, c'est l'idée qu'il y a un droit tierce comme ça auquel on doit sacrifier, et que ce droit majuscule en fait il s'est complètement effrité en une sorte de cumul de petits droits individuels, la liberté d'expression c'est fondamental, mais la propriété privée, etc., mais qu'on a perdu du coup quelque chose comme le droit comme une obligation mutuelle en fait. Donc le droit permission, le droit autorisation se multiplie, mais plus celui du fait que l'on se doit des choses des uns aux autres, et c'est très fort dans les attaques sur les droits humains en fait. C'est qu'à un moment donné les humains ne se doivent plus des choses des uns aux autres juste parce qu'ils sont humains. Donc c'est ça, l'allégeance, c'est le fait que ce sont plus que des connivences ou des rapports de force en fait, ou des petits contrats locaux
quelque chose comme ça. Et votre deuxième mot? Alors le deuxième mot, ce serait, je pense qu'on est dans une époque assez étonnamment filicide. C'est un mot que je reprends chez les psychiatres. Donc filicide, c'est le fait de tuer la génération suivante, en fait. Et je pense que dans la catastrophe écologique, il y a quelque chose d'une étonnante agressivité par rapport à la génération suivante. En fait, quel est le monde qu'on leur laisse? Ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui affleure. Alors les psychiatres justement qui parlent de filicide, donc du meurtre de ses propres enfants, c'est l'idée d'une transmission qui est devenue impossible, en fait. Et la manière dont ils interprètent ça, c'est de dire que la personne qui commet un filicide, en fait, c'est un casseur, c'est-à-dire qu'il refuse de transmettre quelque chose à la génération suivante pour qu'elle puisse en jouir. Et là, il y a quelque chose, je trouve, d'une forme d'agressivité. Je suis complètement d'accord avec vous. Je trouve ça très très violent parce que on s'aperçoit qu'on a une jeunesse qui arrive et justement aussi quelles sont les conditions pour qu'elle puisse prendre place dans le monde aussi et inscrire ses propres pairs. Or là, en fait, elle est livrée un peu à l'inassumable, c'est-à-dire assumer en fait quelque chose d'hérité, un monde complètement effondré des générations précédentes, qui en plus ne respecte même pas cette génération qui vient, qui ne crée pas en fait des conditions. Alors Hannah Arendt disait les conditions d'un nouveau commencement. Quoi. Ouais. Écoutez, je vous propose qu'on écoute la chanson La Casa del Muradia et que vous avez choisie. راني نكون صومي
cette génération justement qui finalement au fond est tenue d'assumer un monde, tenue d'hériter un monde qu'elle n'a absolument pas choisi et qui en plus fait l'épreuve de la disqualification des générations qui ont précédé. Oui, il me semble qu'il y a énormément de discours comme ça, de dénigrement en fait sur la génération TikTok, sur la génération Z, sur le fait qu'elle est dans la fast fashion, mais en fait elle a pas le droit à l'innocence. En fait, elle est une sorte de condamnée à trop de savoir. En fait, on a l'impression qu'elles sont ignorantes, mais je pense qu'elles en savent trop pour pouvoir vivre bien ce monde un peu cassé dont ils héritent. En fait, quand on voit nos enfants, nos étudiants, on leur dit qu'est-ce que vous voulez devenir plus tard? Mais ils nous disent, mais en fait, on veut surtout pas vous ressembler. Ils veulent surtout pas nous ressembler. On peut effectivement comprendre. Donc, on vient d'écouter La Casa del Mouradia, une chanson qui a été importante en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous raconter le choix de cette musique et quelle était sa place dans l'histoire aussi? Oui, alors ce chant qui est magnifique. Donc la Casa del Mouradia, ça renvoie au palais présidentiel de l'Algérie, qui était à l'époque, en 2019, sous le 4e mandat de Bouteflika, qui était un régime, donc le régime autoritaire, militaire en Algérie. Et ce chant, avec d'autres choses, mais ont déclenché le grand mouvement de l'Irak algérien, qui veut dire donc soulèvement en berbère, mouvement en berbère, et qui a déclenché des manifestations pendant un peu plus d'une année, qui était chaque semaine, c'était le mardi et le vendredi, un mouvement complètement pacifique qui a réuni toutes les générations des étudiants, des ouvriers, des femmes, il y avait des drapeaux berbères, des drapeaux musulmans, enfin, etc. Et ce qui est fou, c'est que il y a eu un mouvement d'espoir incroyable. Donc ils ont réussi en partie. Ce chant, en gros, c'est de dire qu'est-ce qui nous arrive en fait. C'est d'abord ça commence par qui dois-je blâmer. Donc ça commence d'abord par un individu tout seul qui peine à se réveiller. Donc c'est toute une métaphore sur une génération qui souffre du chômage, qui est en sous-emploi, qui prend de la drogue, etc. Et progressivement il y a le on qui arrive, en fait. On en a assez de cette vie. Et finalement, à la fin du chant, où la manière dont il a été utilisé, c'était dans les stades de foot, puisque toute la parole politique était interdite par ailleurs. C'est dans le stade de foot qu'un nous a émergé, un nous politique, en fait. C'est progressivement émergé et a finalement déversé dans la rue. Alors, ce qui est tragique, bien sûr, c'est que ce mouvement a finalement été complètement, j'allais dire mutilé, parce que, notamment pendant le Covid, la répression s'est abattue très fortement sur les dissidents. C'est vrai que c'était assez fascinant parce que c'était très pacifiste en fait. Et tout le monde était un peu nerveux en se demandant mais ça pourrait déborder à n'importe quel moment. Et ça rejoint des travaux que vous menez, des travaux importants sur les foules, sur les émotions, sur leur puissance politique. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui semble vous intéresser particulièrement, c'est les corps qui sont dans la rue. Les corps qui reprennent la rue font à peu près, enfin je parle des manifestations, on en a eu alors en France ces derniers temps, les gilets jaunes, on vient de parler de l'Algérie évidemment, on pourrait parler de la grande réforme des retraites, enfin les grandes manifestations contre les réformes des retraites. Puis souvent quand on parle de foule, il y a toujours cette idée un peu d'un pouvoir qui vient la disqualifier. La foule, elle serait nerveuse, irrationnelle, elle serait sujette au débordement, aux tentations émeutières. On se souvient bien comment, justement, les Gilets jaunes ont été largement condamnés pour ces raisons-là. Alors, à chaque fois, le pouvoir reprend cette même disqualification ancienne. Or, pour vous, en fait, il y aurait... Enfin, on oppose généralement, la foule d'un côté et puis le public de l'autre. Comme si, en fait, il y avait d'un côté un public qui produisait des opinions et de l'autre quelque chose d'un peu d'agité, de passionné. Est-ce que vous pouvez nous préciser cette distinction entre foule et public? Oui, alors c'est vrai que la distinction entre foule et public, c'est une distinction classique qui permet d'un côté de reconnaître au public la capacité de raisonner, d'argumenter à distance, de créer des liens qui soient engageants mais pas trop, qui permettent une pluralité de positions, alors que la foule, elle serait nécessairement unanimiste en fait. Elle aurait ce côté primitif des accords des corps. Et il me semble qu'en effet, c'est aussi en lisant les ethnographies, comme celle de Romain Huette d'ailleurs, mais aussi des travaux d'historiens, c'est de montrer que les foules sont... c'est des publics, en fait, que c'est pas le fait d'être en coprésence dans un espace qui fait la foule, en fait. Si on définit la foule comme une manière de se rapporter les uns aux autres, il y a des foules digitales, il y a des conseils d'administration qui sont des petites foules portatives, comme ça, qui sont aussi pleines d'affect. Donc c'est pas le fait, c'est pas la coprésence, c'est pas les affects qui mériteraient
disons, une sorte de discrédit d'emblée. Et surtout, les coprésences ou les rassemblements des corps dans la rue, c'est aussi ce qui a permis des avancées formidables, ou de droits civiques, ou sur la Révolution française, qui reste toujours un peu en arrière-fond chez moi, et qui est la manière dont un peuple se rappelle son existence et montre que finalement, la forme la plus primitive de politique, c'est celle d'occuper l'espace, de prendre place. En fait, c'est prendre la place, au sens tous les sens du terme. Il y a quelque chose de prendre la place, et puis il y a quelque chose, je pense aussi, d'éprouver des forces vives, un peu collectivement. Je pense notamment au philosophe Kierkegaard, qui distinguait de périodes un peu différentes. La première, ce serait les périodes un peu chaudes, un peu énergiques, un peu révolutionnaires, qui développent un peu une relation énergique et en tout cas passionnée au monde. Et de l'autre, les périodes un peu plus froides, dépassionnées, intellectualisées, assez distantes, voire même un peu nihilistes, quoi. Et j'ai un peu l'impression que vous qui vous intéressez aux émotions collectives aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce qu'on voit en fait dans les rues, et pourquoi finalement il y a autant d'attraction dans le fait de vouloir prendre la place? Il y a aussi parce qu'il y a une quête de chaleur, une attente peut-être d'énergie, de résonance qui est déçue en fait aujourd'hui. Finalement, au fond, où exprime-t-on ces forces vives aujourd'hui? Où est-ce qu'on pourrait effectivement les expérimenter, ces forces vives? Je pense en effet que le fait d'être ensemble, c'est quand même la manière la plus élémentaire de se réchauffer, si on veut, de réchauffer le monde qui nous entoure. Je pense qu'il nous reste plus grand-chose d'autre que de se signifier que nous pouvons former quelque chose comme un nous collectif, et qui est peut-être une manière de se rappeler qu'il n'y a pas de fatalité, en fait. C'est cette idée que finalement se rassembler ensemble et s'imaginer un monde un petit peu autre, c'est déjà un bon manuel de survie. Alors, dans votre travail, il est notamment question des formes émeutières, des tentations émeutières que vous tentez de comprendre. Donc, vous n'êtes pas du tout dans un positionnement moral de qualification ou de disqualification. Et en même temps, en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que vous avancez aussi un certain nombre de réserves sur les problèmes, en fait, des formes émeutières. Au-delà du fait qu'on a des bouts de verre à ramasser par terre, quel pourrait être finalement le problème de la forme émeutière pour justement prendre la place? Ça dépend tout ce qu'on entend par émeute, c'est-à-dire il y a l'émeute dans le sens de se mouvoir ensemble de manière brusque ou inattendue ou imprédictible, ou de redécouvrir justement quelque chose comme une effervescence collective. Mais il y a c'est toute la différence que faisait Victor Hugo entre l'émeute et l'insurrection. En fait, il y a des émeutes qui sont des émeutes tristes ou sans avenir, alors que l'insurrection, c'est une émeute qui ouvre une brèche, en fait, qui débouche sur de nouveaux possibles. Donc je pense que en fait, elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Alors après, c'est compliqué de qualifier. Est-ce que les émeutes du Capitole du 6 janvier 2000... J'ai peur de dire une bêtise. Moi aussi, on vérifiera. 2019, 2020 2021. Ouais, 2021. Bon. Est-ce que c'est une émeute qui ouvre une brèche, ou est-ce que c'est compliqué, hein, en fait. C'est ça qui est très compliqué dans le vocabulaire des sciences sociales, c'est que suivant le type de terrain ou de mouvement qu'on a à l'esprit, ça débouche pas du tout sur la même analyse. Si on a justement les émeutiers du Capitole à l'esprit, ou pas les gilets jaunes des ronds-points, on n'a pas la même sanction. L'une, c'est en effet une ouverture sur un monde nouveau. L'autre, on a l'impression que c'est une rigidification d'un monde qui court à sa perte, enfin, quelque chose comme ça. Et justement, sur les gilets jaunes, je pense que parfois je suis un peu embarrassé en sciences sociales, parce que souvent quand on parle des gilets jaunes, c'est un peu le fantôme, quoi. Le grand spectre qui était un peu le grand dernier mouvement qui était pas loin finalement de faire quelque chose de bouleverser vraiment le pouvoir, de le renverser, hein, concrètement, quoi. En même temps, enfin, voilà, on est quelques années plus tard, on reconnaît des puissances à ce mouvement, et quelles étaient aussi ses fragilités? Quelles seraient ses puissances et ses fragilités en tant que mouvement social? Alors la grande force, je pense, du mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'ils ont réussi à reconstruire des liens de solidarité locaux. Il y a des redécouvertes entre des voisinages, entre des conditions qui s'étaient plus parlées les unes aux autres, si on veut. Et ça, c'était absolument formidable. Mais en même temps, il y a une sorte de tragédie qui est finalement la tragédie de beaucoup de mouvements qui viennent d'en bas. C'est que il y avait un refus très fort de la représentation et des porte-paroles, ce qui est bien une manière de refuser cette sorte d'usurpation légitime comme ça de la représentation. Mais en même temps, on peut pas parler d'une seule voix, ou quand on parle d'une seule voix, c'est qu'on crie. Donc c'est cette tragédie, c'est il faut bien à un moment donné arriver à se mettre d'accord pour qu'il y ait un individu qui parle au nom de tous les autres. Et ça, je pense que c'est une forme, c'est une forme
ontologique, à laquelle il me semble qu'on ne peut pas échapper, et qui nécessite une délégation, une déférence ou un renoncement en fait de sa propre parole. Et je pense que c'était ce prix-là qu'ils ont refusé, en partie de manière très compréhensible, mais qu'ils ont refusé, et du fait ils se sont rendus complètement fragiles par rapport au dénigrement dont ils ont pu faire l'objet, parce qu'il y avait personne qui pouvait redire la réalité du mouvement en fait. Alors, vous avez choisi une lecture de Beloved de Toni Morrison. Alors, je vous propose de la lire. Ici, disait Baby Sugg, là où nous résidons, nous sommes chers. Chers qui pleurent et rient, chers qui dansent pieds nus sur l'herbe. Aimez tout cela, aimez-le fort. Là-bas, dans le pays, ils n'aiment pas votre chair. Ils la méprisent, ils n'aiment pas vos yeux. Ils préféreraient vous les arracher. Pas plus qu'ils n'aiment la peau de votre dos. Là-bas, ils la fouettent. Et, ô mon peuple, ils n'aiment pas vos mains. Ils ne font que s'en servir, les lier, les enchaîner, les couper et les laisser vides. Aimez vos mains, aimez-les, levez-les bien haut et baisez-les. Touchez-en les autres, frottez-les l'une contre l'autre, caressez-vous-en le visage parce qu'ils n'aiment pas cela non plus. C'est vous qui devez aimer tout cela, vous, et non, ils n'aiment aucunement votre bouche. Là-bas, dans la contrée, ils veilleront à ce qu'elle soit brisée et rebrisée. Les mots qui en sortent, ils n'y prêteront pas attention. Les cris qui en sortent, ils ne les entendront pas. Ce que vous y mettrez pour nourrir votre corps, ils vous l'arracheront, et à la place vous laisseront des déchets. Non, ils n'aiment pas votre bouche. Vous devez l'aimer. C'est de chair que je vous parle, d'une chair qui a besoin d'être aimée, de pieds qui ont besoin de se reposer ou de danser, de dos qui doivent être soutenus, d'épaules qui ont besoin de bras forts, je vous dis. Et ô mon peuple, là-bas, entendez-moi, ils n'aiment pas votre cou dressé bien droit et sans licol. Alors aimez votre cou, posez la main dessus, honorez-le, caressez-le et tenez-le droit. Et toutes vos parties intérieures qu'ils donneraient volontiers en pâté au cochon, vous devez les aimer. Le foie, sombre et foncé, aimez-le. Aimez-le et le cœur qui bat, aimez-le aussi. Davantage que les yeux et les pieds, plus que les poumons qui doivent continuer à respirer de l'air libre, plus que votre matrice qui abrite la vie, et vos parties privées qui donnent la vie, écoutez-moi bien, aimez votre cœur, car c'est votre trésor. Quel beau passage. Alors expliquez-nous pourquoi vous avez choisi ce passage. Alors c'est le magnifique roman donc, de Toni Morrison, 1987, Beloved. Donc c'est le Baby Sugg, c'est une ancienne esclave qui interpelle les siens, en fait, qui essaye de les réveiller à la vie. Et ce qui me frappe, moi, dans ce passage, c'est une sorte de subversion ultime qui serait que dans une situation d'exploitation, de chosification absolue, où le corps est dépecé, on voit bien qu'elle égrène comme ça les organes. Dans toute cette entreprise de chosification qu'est l'esclavage, il reste un noyau de résistance qui est celle d'une sorte de sujet minuscule comme ça qui serait encore blotti dans les recoins, dans les recoins des corps cassés, mais qui peuvent se réveiller ensemble. C'est aussi elle en appelle au peuple. Merci beaucoup. Je m'en vais du coup lire Toni Morrison, Beloved. Merci Laurence Kaufmann pour cette rencontre. On se retrouve la semaine prochaine pour poursuivre notre rencontre. Merci encore. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio en partenariat avec Collatéral. Cet épisode a été réalisé par Romain Huette. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cet entretien.